Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau chapitre d'histoire. Il est intitulé « L'Europe de la Révolution industrielle ». Vous pouvez donc prendre une double nouvelle page de votre cahier et inscrire le titre « Partie court ». Alors l'organisation de ce chapitre et du travail que je vais vous proposer va être un peu différent par rapport à ce que je vous ai proposé jusque-là depuis les premières semaines de confinement. Donc je vais vous expliquer ce qui va changer. En fait, ce chapitre est très long puisqu'il y a 9 séances de prévues. Donc je ne pouvais pas me permettre de vous faire travailler comme d'habitude sur ces 9 séances avec autant d'exercices. Donc je vous propose quelque chose de plus léger en matière de travail. Comme d'habitude, vous allez trouver sur le blog le document de travail, soit en version PDF, soit en version DocX, ainsi que la correction. Mais ce document de travail est différent parce qu'il est beaucoup plus simple que d'habitude. Effectivement, la plupart des séances vont consister simplement à répondre à un QCM dont vous trouverez le lien sur le blog. Par exemple, si on regarde la séance 1, vous allez trouver des documents et un lien vers un QCM. Donc vous allez cliquer dessus et une page va s'ouvrir avec quelques questions, il y en a 4 ou 5 par séance, donc c'est plutôt rapide, auxquelles vous répondez, puis quand c'est terminé, vous cliquez sur « Envoyer ». Au début de ce questionnaire, je vous demande également de préciser votre nom. Donc ce système va nous permettre de gagner du temps et en réalité, il n'y aura que la séance 3 ainsi que la séance 9 où je vous demanderai un travail plus précis. Pour le reste, ce sera vraiment que de répondre au QCM. Donc il faudra bien sûr regarder mes vidéos sur YouTube puisque c'est là que je vais vous faire les explications du cours. Observez également les documents de votre manuel, je vous indique à chaque fois la page, mais également les documents éventuels postés sur le blog. C'est le cas par exemple pour la séance 1, vous avez un document, vous avez une vidéo, voilà, j'ai posté plein de petites vidéos, donc bien sûr il faudra les regarder. Alors maintenant que je vous ai présenté les petits changements, je vais pouvoir vous présenter le chapitre, ses enjeux et sa problématique, puis j'enchaînerai sur l'explication de la séance 1. Revenons sur le titre tout d'abord. Révolution industrielle. Une révolution, ça veut dire qu'il y a eu un grand changement, un bouleversement. Et ce bouleversement, il concerne les méthodes de production. Effectivement, il va y avoir un bouleversement dans le sens où on va passer d'une société à dominante agricole et artisanale, c'est-à-dire des personnes qui travaillent de façon individuelle ou alors dans des manufactures qui réunissent quelques artisans, à une société commerciale et industrielle où vont apparaître des usines dans lesquelles on va regrouper beaucoup d'ouvriers qui vont travailler avec des horaires et une réglementation stricte. C'est ce qu'on va appeler l'industrialisation. Ce terme est très simple à comprendre, cela veut tout simplement dire que notre économie s'industrialise, c'est-à-dire que la production industrielle devient plus importante que les autres productions, comme la production agricole par exemple. Cette industrialisation va complètement bouleverser les techniques de production. Le petit système artisanal, manuel, dans des lieux dispersés va être remplacé par une production qui recourt à une énergie provenant de machines et non plus seulement de l'homme, et qui va créer des produits normés, standardisés, avec une qualité des produits qui sera homogène, c'est-à-dire que chaque produit ne sera plus unique. On va essentiellement travailler le fer, d'ailleurs, dans ces usines, et tout cela va entraîner d'autres révolutions, notamment une révolution dans les transports. Le train, le chemin de fer va apparaître. Cela va entraîner aussi des bouleversements sociaux parce que la création d'usines va entraîner la création d'une nouvelle classe sociale, des ouvriers. Et puis, bien sûr, ça va entraîner une transformation également des paysages. Alors, toutes ces transformations, elles ont quand même un point commun. Elles viennent du fait qu'on a transformé le travail de l'homme par le travail de la machine. Et cela a été possible avec l'invention de la machine à vapeur de James Watt. Voilà à quoi elle ressemble. Et cette machine, elle est très importante parce que elle va remplacer le travail de l'homme et de l'animal. Elle va remplacer la force humaine. Alors regardons plus précisément comment cela fonctionne. Alors, c'est une machine qui fonctionne grâce à la combustion d'une ressource, le charbon, qui va donc dégager de la chaleur. Cela va permettre de créer
de la vapeur, puisque juste au-dessus du charbon, vous avez de l'eau, donc l'eau va se transformer en vapeur, et cette vapeur va être en fait la force qui va actionner le piston. Donc là, si on regarde bien, voilà, hop, ça permet de lever le piston, qui est lui-même relié à un balancier, lui-même relié à une roue, et on se retrouve donc avec un mouvement rotatif. Donc on part d'une simple ressource, le charbon, qui se consume, qui va provoquer de la vapeur d'eau et qui elle-même va créer un mouvement rotatif. C'est une invention exceptionnelle qui va changer énormément de choses dans les usines. On va pouvoir travailler en très grande quantité en fait, puisque l'énergie ne vient plus de la force humaine mais vient de la machine à vapeur. J'en viens donc à ma problématique. Comment l'industrialisation a-t-elle bouleversé l'Europe au XIXe siècle ? Alors nous verrons que ces transformations sont multiples. Il y a tout d'abord une nouvelle façon de produire. Les paysages sont également transformés, ainsi que les rapports sociaux entre les ouvriers et ceux qu'on va appeler les bourgeois. Mais il y a également le mode de vie qui va changer. Certains vont tenter d'émigrer. Bien sûr, il y aura également des idées nouvelles qui vont apparaître avec ces nouveaux moyens de production. Des nouvelles idéologies vont apparaître. On va changer également notre façon de se déplacer. Donc, on va avoir une révolution des transports. Et dans tout cela, eh bien, la place de la femme sera aussi à étudier. Tous ces changements se sont produits au XIXe siècle, donc ce sera notre base de repérage. Donc aujourd'hui, dans notre séance 1, on va voir les nouvelles façons de produire avec la mécanisation. Je vous propose donc pour cette séance de découvrir les nouvelles techniques de production en allant au Creusot, une ville industrielle. Alors le Creusot, c'est situé juste ici. C'est une ville industrielle qui est née de l'initiative d'une famille, les Schneider, qui vont racheter une manufacture royale. Ces deux documents vont nous permettre d'en apprendre un peu plus. Alors dans le document A, l'historique du Creusot. En 1782, une manufacture royale est créée dans le village du Creusot. Le lieu est choisi pour la proximité de gisements de charbon et de mines de fer. C'est là que, pour la première fois en France, on réussit à produire de la fonte avec du charbon de terre à la place du charbon de bois. En 1836, les frères Schneider rachètent l'entreprise métallurgique du Creusot et lui donnent tout son essor grâce à la production de locomotives, de bateaux à vapeur et de canons. Le Creusot devient une ville qui, avec l'exode rural, passe de 6 000 habitants en 1846 à 25 000 en 1875. Alors ce texte est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, il nous explique pourquoi les frères Schneider se sont installés au Creusot. Déjà parce qu'il y avait une manufacture royale, mais surtout parce que les ressources étaient déjà présentes. On nous parle de charbon et de mines de fer. Or, le charbon est essentiel pour faire fonctionner la machine à vapeur, et le fer est la matière première pour produire les objets de cette usine. Effectivement, dans l'usine du Creusot, on produit essentiellement des objets à base de métal. On appelle ça la métallurgie. On va donc lire le document B dans les forges. Saisissant de longues tenailles, ils retiraient des fours les masses de fer rouge. Puis, les plaçant dans des chariots qu'ils poussaient devant eux, ils les amenaient en face d'énormes enclumes pour être frappés par le marteau. Mais ce marteau ne ressemblait en rien au marteau ordinaire. C'était un lourd bloc de fer qui, soulevé par la vapeur entre deux colonnes, montait jusqu'au plafond, puis retombait droit de tout son poids sur l'enclume. Donc là, ce tableau illustre parfaitement ce que je viens de vous lire. Continuons le texte. Bien d'autres choses émerveillèrent encore nos jeunes amis. Là, le fer rouge passait entre des rouleaux, sortait aplati en lames semblables à de longues bandes de feu. Ailleurs, des ciseaux d'acier mis en mouvement par la vapeur tranchaient des barres de fer comme si c'eût été du carton. Le tour de la France de 2 enfants, 1877. Ici, ce tableau illustre assez bien le travail du fer évoqué dans le texte. Donc si on résume la situation pour le Creusot,
On a une famille, les Schneider, qui ont leur résidence sur place, qui vont reprendre l'ancienne fonderie royale, puis la transformer en apportant les hauts fourneaux et la forge, qui vont permettre de construire, de produire des objets en métal. Bien sûr, comme cette production va être bien plus importante que les simples manufactures du XVIIIe siècle, eh bien on va construire un canal pour pouvoir acheminer le fer et le charbon, donc les matières premières, avant que ce ne soit le train qui le fasse à partir de 1860. Donc avec cet exemple, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a donc une nouvelle façon de produire. On a des hommes qui sont réunis dans une usine à plusieurs centaines d'ouvriers. On a une machine à vapeur qui permet de faire fonctionner d'autres machines et on a l'utilisation de matériaux nouveaux tels que le fer permettant de créer d'autres objets qui vont être extrêmement solides et qui vont être à la base d'autres innovations. C'est-à-dire que c'est grâce au fer qu'on a créé le chemin de fer justement. Alors ces innovations dans la façon de produire, ça ne concerne pas que le fer. Évidemment, vous avez aussi les industries textiles qui vont beaucoup se développer. Donc là, vous avez l'exemple d'une usine de coton à Manchester, au Royaume-Uni. Et puis ça va aussi entraîner, bien sûr, le développement des mines, puisqu'il nous faut absolument cette matière première du charbon. Donc vous allez avoir le développement de mineurs qui vont aller chercher cette matière première. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve un lien entre les zones industrielles et la présence du coup de charbon, puisque c'est ce qui permet de faire fonctionner la machine à vapeur. On se rend compte sur cette carte qu'il y a un cœur industriel qui va du Royaume-Uni jusqu'au nord de l'Allemagne, en passant un petit peu par la France. Et puis on trouve d'autres régions industrielles, plus isolées. On retrouve le Creusot, qui a effectivement son gisement de charbon et le potentiel pour faire de la métallurgie, puisque le charbon est utile pour faire fonctionner la machine à vapeur, mais il faut une autre matière première pour produire des objets. Et là, en l'occurrence, c'est le métal. N'hésitez pas à regarder les différents documents de votre manuel. Là, par exemple, vous avez un schéma sur la machine de Watt qui peut vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Alors, tous ces bouleversements, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'âge industriel, avec deux périodes. La première industrialisation, qui se fait grâce au charbon, et donc en lien avec la machine à vapeur. Donc, c'est ce qu'on a vu pour l'exemple du Creusot. Et puis, à partir de 1880, on va faire une superbe innovation puisqu'on va créer l'électricité. Et donc, on va avoir une deuxième phase, ce qu'on appelle la deuxième industrialisation. Voilà, la séance 1 est terminée. Vous êtes prêts pour aller faire le petit QCM et pour ensuite recopier la leçon. Partie cours. Bon travail!